Dans l'actualité du 13h15, sommet sur la sécurité maritime dans le golfe de Guinée, il est temps d'éviter le péril sécuritaire dans la région. Le président du Faso a pris part à cette rencontre au sommet, le point de nos envoyés spéciaux. Et puis, comment assurer au mieux la régulation de la communication audiovisuelle en Afrique si l'évolution technologique échappe au contrôle du régulateur? Une question à laquelle doivent répondre les régulateurs africains réunis en ce moment à Ouagadougou. Et puis, des talibans déguisés en militaires de l'ISAF attaquent la présidence et le siège de la CIA à Kaboul. On ignore si le président Hamid Karzai se trouvait à l'intérieur du bâtiment au moment de l'assaut. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. L'insécurité maritime dans le golfe de Guinée inquiète les chefs d'État africains qui se sont réunis hier à Yaoundé au Cameroun. Au cours des travaux, les chefs d'État africains ont exhorté l'Occident à leur apporter un soutien technique et financier dans la lutte engagée contre la piraterie maritime dans le golfe de Guinée, qu'ont en partage l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Le président du Faso a pris part à cette rencontre au sommet. On suit le compte-rendu de nos envoyés spéciaux, Urbain Sommet et Peggy Ouedraogo. C'est ici, en apesanteur, que 12 chefs d'État et une dizaine de chefs de gouvernements africains se sont retrouvés en cette matinée du 24 juin 2013. Le palais des congrès de Yaoundé, perché sur le mont Nkol-Niada, abrite en effet les travaux du premier sommet sur la sûreté et la sécurité maritime dans le golfe de Guinée, regroupant les pays membres des espaces communautaires de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, ainsi que ceux membres du golfe de Guinée. C'est une rencontre qui s'inscrit dans un contexte marqué par la recrudescence de la piraterie maritime et des vols à main armée dans la zone. Les statistiques de l'Organisation maritime internationale font ainsi état de 197 attaques enregistrées entre 2009 et 2012, dont 60 rien que pour l'année 2012. 60% de ces attaques sont perpétrées sur les côtes nigérianes. La présence de ces chefs d'État aux côtés d'illustres personnalités concernées par la question porte haut la lutte contre l'insécurité dans le golfe de Guinée. Le golfe de Guinée regorge de ressources naturelles et est à l'origine de nombreuses convoitises. Du pétrole au gaz, en passant par des richesses halieutiques, la zone transitaire enregistre près de 90% des transits entre l'hémisphère nord et le sud. Il faut nécessairement barrer la lutte aux organisations criminelles maritimes et cet engagement régional et international a une fois de plus été réitéré par le président du pays hôte. Paul Biya a rappelé dans son discours que l'enjeu de cette rencontre est d'aboutir à la mise en place d'une stratégie régionale de lutte contre les fléaux qui minent le golfe de Guinée. Le Burkina Faso ne fait pas partie des pays membres de la Commission du Golfe, mais faut-il le rappeler, profite des ressources et bénéficie des retombées économiques de la zone. Au-delà des pertes énormes essuyées par les États membres de la CEDEAO et de la CEAC, la piraterie dans le golfe de Guinée est l'une des causes qui plongent les pays riverains dans une situation de crise profonde. La pacification et la sécurisation du golfe de Guinée sont de ce fait des enjeux et des impératifs au regard de l'aspiration des Africains à de meilleures conditions de vie. En marge du sommet, le chef de l'État burkinabé a accordé une audience à son homologue ivoirien, Alassane Dramane Ouattara. Au cours de leurs entretiens, il a été question de la prochaine réunion conjointe des gouvernements burkinabé et ivoiriens. On écoute Blaise Compaoré au micro de Peggy Ouedraogo. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, ce qui est une question, bien sûr, qui a été l'objet d'échanges, c'était de préparer, de voir comment nous allons tenir pour le mois de juillet la réunion conjointe entre les deux gouvernements. Voilà, et nous pensons que d'ici la fin du mois de juillet, il faudrait bien sûr tenir ce conseil des ministres conjoints qui va nous permettre aux deux pays, une fois encore, de marquer leur engagement et de dégager des actions à mener pour consolider davantage nos liens de fraternité et notre coopération.
Je vous le disais en titre, les régulateurs africains de l'espace médiatique sont à Ouagadougou pour réfléchir à la convergence numérique dans un contexte de régulation de la communication. Depuis ce matin, il est question donc d'appréhender les nouvelles problématiques de la régulation pour faire face aux mutations technologiques qui ont impacté le secteur. Explication, Nyarkiteda. La régulation de la communication audiovisuelle à l'heure de la convergence numérique, les enjeux sont énormes et très pressants. Il faut alors agir vite et bien, d'où la rencontre thématique de Ouagadougou. Une rencontre qui réunit une quinzaine de délégations des instances de régulation venues du continent africain. Leur mission, mutualiser les compétences et les expériences pour mieux agir face aux défis de la convergence numérique. Depuis une dizaine d'années, l'évolution des technologies, notamment la numérisation du son et de l'image, a favorisé une triple convergence. D'abord, une convergence des réseaux et des terminaux, c'est-à-dire des supports de transmission des signaux, radio et télévision. Ensuite, une convergence des industries. Aujourd'hui, l'industrie des télécommunications, l'informatique sont en train de fusionner. Et enfin, une convergence des services offerts aux clients. Le réseau des instances africaines de régulation des communications, initiateur de ce rendez-vous de Ouagadougou, entend donner un signal fort pour une réorientation de la philosophie de régulation des médias en phase avec la convergence numérique. Il s'agira aussi pour les participants d'identifier des mécanismes d'une coopération plus poussée entre les instances de régulation pour sanctionner les atteintes à la loi, aux règles d'éthique et de déontologie, parfois mises à rude épreuve. Les grandes attentes qui se révèlent à nous, ce sont celles qui sont liées à l'harmonisation de nos systèmes de contrôle, de nos systèmes de régulation et beaucoup plus l'harmonisation de nos différentes stratégies. Pour y arriver, les participants vont échanger autour de 4 blocs thématiques en plénière. Le Burkina Faso, à travers ses experts, présentera une communication et ses expériences en la matière. Le Bénin sera également sollicité, de même que le Maroc. Des présentations qui devraient permettre de partager les expériences dans l'optique d'une approche des modalités en vue d'une harmonisation des législations nationales pour appuyer la coopération entre instances. Les politiques disent attendre beaucoup de la concertation de Ouagadougou, selon le ministre d'État Bonyessan Arseniye, qui a présidé l'ouverture des travaux au nom du chef du gouvernement burkinabé. L'autorité supérieure de contrôle d'État sensibilise les élèves et étudiants des écoles de formation professionnelle du Sud-Ouest. C'est le patron de l'autorité lui-même, Bruno Bessin, qui est allé apporter ce message aux élèves fonctionnaires de Gawa. Évitez d'être corrompus et combattez la corruption lorsque vous allez commencer à exercer. Draman Dadian. Futurs agents de la fonction publique et leurs encadreurs, tous attendent de mieux comprendre le phénomène de la corruption, devenu une gangrène. Nous attendons qu'ils nous disent les conséquences quand on se laisse corrompre. Qu'est-ce qui suit après? Voilà, c'est ça nous attendons d'eux. Au Burkina Faso, on voit que la corruption du jour au lendemain c'est grandissante. Bon, il va falloir que les autorités qui sont devant mettent beaucoup d'efforts, surtout mettre l'accent là où on doit mettre. Sur ce point justement, la lutte contre la corruption est un combat collectif, renchérit le contrôleur général d'État à travers une journée de réflexion et d'échange sur la lutte contre la corruption dans les écoles professionnelles. L'autorité supérieure de contrôle d'État espère avoir frappé à la bonne porte, car l'attitude corruptrice des fonctionnaires serait aussi non négligeable dans les pays en développement comme le Burkina. Le message sur la corruption, c'est dire qu'elle n'est pas bonne. Pour un pays, elle constitue un fléau et tout fléau doit être combattu. C'est pourquoi nous avons pensé, quand nous attaquons justement aux futurs fonctionnaires, cela permettrait d'aller de l'avant dans le sens de la lutte contre la corruption. Outre la projection de films, communication et échanges en plénière sur l'épineuse question de la corruption, les participants se sont également imprégnés de la politique nationale de lutte contre la corruption au Burkina et l'autorité supérieure de contrôle d'État qui a carte blanche du gouvernement veut dans un délai intermédiaire de 5 ans atteindre un niveau de tolérance zéro.
Le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation veut adopter de nouveaux textes pour régir l'organisation du département. Il s'agit d'être en phase avec les réalités actuelles en matière d'innovation. Si Sylvestre Da. Le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation et ses plus proches collaborateurs, qui sont les directeurs centraux et décentralisés, vont au cours de ce premier conseil des départements élargi de l'année 2013 examiner, amender et adopter les nouveaux textes qui vont désormais régir le fonctionnement de leur ministère. Sur la table de discussion à cette rencontre statutaire, on a les documents portant relecture de l'organisation du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, le document relatif au nouveau statut, aux attributs et au fonctionnement du Centre national de recherche scientifique et technologie CNRST, ainsi que les documents du programme de rénovation du système national de recherche. Dans ces documents, nous avons décliné nos ambitions. Mais comme vous le savez, il faut des moyens pour travailler. Il s'agit essentiellement des moyens financiers, il s'agit des ressources humaines, il s'agit des infrastructures. Or, aujourd'hui, les infrastructures du système national de recherche ne sont plus adaptées. De même que le personnel que nous avons n'est plus adapté à nos ambitions. Donc, il était important que nous puissions rédiger un document qui soit examiné par l'ensemble des acteurs du département et que nous puissions soumettre ça au gouvernement en disant, ben voilà où nous voulons aller, dans combien de temps nous voulons aller, et voilà les moyens qu'il faut pour y aller. Au-delà des documents à valider, c'est le fonctionnement du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation qui sera discuté au cours de cette rencontre de 2 jours. Créé il y a à peine 2 ans, le département de Nissa Isaïe Konaté entend répondre de façon idoine aux préoccupations des scientifiques chercheurs burkinabés, d'où ces réformes. Aucun sujet n'est tabou, mais les discussions doivent cependant se faire dans la courtoisie, recommande le ministre. Les résultats consensuels des travaux devraient susciter la pleine participation de tous dans leur mise en œuvre afin de permettre une redynamisation du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Pour gérer autrement la gouvernance de l'eau au Burkina, le gouvernement met en place des agences de l'eau sur le territoire. Ce 22 juin, à Banfora, le directeur général de l'agence de l'eau des Cascades est installé avec pour mission de veiller à la protection, à la mise en valeur, au développement de la ressource eau qui relève de l'intérêt général. Moumouni Baro a assisté à l'installation de ce directeur, son compte rendu. Le Burkina Faso a entrepris au milieu des années 90 un processus de réforme du cadre institutionnel du secteur de l'eau. Et comme voie de résolution des questions liées à ce liquide précieux, le pays s'est engagé depuis 2007 à créer 5 agences de l'eau, dont celle des Cascades. Pour rendre donc opérationnelle cette agence des Cascades, un comité est mis en place pour gérer au mieux les ressources en eau. Quel est l'objet de cette agence? C'est valoriser ce bassin versant-là, cet espace qui est un cadre approprié de mise en œuvre et de planification, à travers donc la coordination des actions, pour avoir vraiment une vue d'ensemble de tous les utilisateurs. Nous pensons que nous avons là une approche de développement durable et en matière de gestion de l'eau. L'eau est une ressource rare dans notre pays. Vous savez, c'est un pays sahélien, donc il est important que sa gestion corresponde à une vision donnée et à une responsabilité. Je pense que ces comités rendent compte très bien de cette responsabilisation que l'on veut prendre en compte dans le cadre de la gestion de l'eau dans notre pays. Pour le coordonnateur du Millennium Challenge et Compte Burkina, le projet qui bénéficie de l'appui financier de son institution permettra de développer l'agriculture en vue de construire la souveraineté alimentaire et d'accroître les revenus du monde rural. Ce partenariat s'inscrit dans le souci du MCC de véritablement contribuer dans la durée, donc à pérenniser les investissements qui sont réalisés de part et d'autre. Parce que rien ne sert de mettre de l'argent et que dès le lendemain, si je puis dire, bon, on voit que tous les ouvrages et les investissements réalisés tombent en désuétude. Avec un effectif de 33 membres, ce comité se compose des représentants de l'administration de l'État, des collectivités territoriales, régionales et des différentes catégories d'usagers. L'eau, une ressource capitale pour le développement des activités du secteur rural. Un programme national existe d'ailleurs pour travailler au développement du secteur rural. C'est le PNSR qui veut se faire connaître des organisations de la société civile. Il vient d'organiser une rencontre à ce sujet. Yolande Lompo y a assisté, son compte rendu. Favoriser une meilleure compréhension du processus du programme national du secteur rural
et son appropriation par les ONG et associations de développement, tel est l'enjeu de cet atelier. La mise en œuvre du PNSR connaîtra l'implication des partenaires techniques et financiers, du gouvernement et des OSC. Et en 48 heures, les participants venus des 13 régions vont définir et adopter le mode d'organisation de la société civile du secteur rural pour prendre part de manière efficace à la mise en œuvre et au suivi du PNSR. Ce programme également contient des recommandations fortes pour que les productions vivrières soient privilégiées afin de lutter contre les famines à répétition. Et également faire l'effort pour que la production du riz et la production du lait et des produits laitiers puissent compenser les fortes importations que notre pays connaît aujourd'hui. Nous avons appris que le coût moyen de l'aménagement à l'hectare est de 10 millions de francs CFA. Cela est extrêmement élevé et dépasse de loin les capacités de nos producteurs. Nous souhaitons fortement que le pourcentage de petits producteurs qui vont bénéficier de ces aménagements soit plus nombreux. D'un coût global d'environ 1377 milliards de francs CFA, le PNSR couvrira la période 2011-2015 et devrait contribuer à accroître la production agro-silvopastorale et les revenus des populations d'ici à 2015. Un des éléments clés dans le développement du secteur rural, c'est le pastoralisme. Au Burkina Faso, l'expérience pilote de Samorogouan dans le Kénédougou fait école et ses initiateurs veulent partager leur expérience avec les principaux acteurs. On fait le point avec Maxime Zongo. Maîtriser le pastoralisme pour une gestion rationnelle et durable des ressources naturelles, c'est ce à quoi l'État et ses partenaires s'y attellent depuis bien longtemps. Au nombre des initiatives innovantes, l'expérience de la zone pilote de Samorogouan dans le Kénédougou, qui vient de faire l'objet d'une étude par une équipe de chercheurs. Pour un pays comme le Burkina surtout, les enjeux autour de la protection, la préservation donc, des ressources naturelles d'utilisation commune sont de plus en plus complexes, mais se posent aussi comme véritablement priorité à la fois au niveau du gouvernement, mais également au niveau des acteurs non étatiques comme le GRAF. Nous estimons que si nous arrivons à expliquer ce qui s'y passe et si nous arrivons à apporter des réponses aux problèmes qui se posent au niveau de la zone pastorale de Samorogouan, c'est déjà, je pense, quelque chose de très important pour aider le ministère, pour apporter des réponses à l'ensemble des zones pastorales au niveau du Burkina Faso. Et pourquoi pas, ça pourrait amener des éléments de réponse à la problématique même, je dirais, de la promotion de l'élevage au Burkina Faso de manière globale. Organisé par le groupe de recherche et d'action sur le foncier GRAF, en partenariat avec l'Institut pour les études avancées sur le développement durable, la concertation de Ouagadougou est destinée à relever ce qui a marché et ce qui aura moins réussi. Les recommandations issues des discussions permettront d'orienter les décideurs. La Fondation Lucie Kaboré pour les veuves et les orphelins célèbre la journée internationale de la veuve au Burkina. Ce 23 juin, elle a organisé une journée de réflexion autour de l'épanouissement des veuves et des orphelins. Compte rendu, Karim Namouano. Veuves ou orphelins, ils partagent tous la même préoccupation, comment recouvrer ses droits après le décès d'un époux ou d'un père. Cette conférence est donc une opportunité offerte par la Fondation Lucie Kaboré Traoré pour interpeller l'opinion nationale sur le drame que vivent celles et ceux qui, éprouvés par le deuil, perdent aussi leurs droits. Que chacun, chez lui, réfléchisse, qu'est-ce que moi, je peux faire à mon niveau pour que les droits de la veuve qui cohabite avec moi, qui est dans ma communauté, dans mon quartier, dans mon service, pour que ces droits de cette veuve-là soient respectés. Je voudrais lancer un appel aux autorités, aux membres du gouvernement, notamment les 3 ministères. Le ministère de la promotion de la femme et du genre, le ministère des droits humains et de la promotion civique, le ministère de l'action sociale et de la solidarité nationale. Pour que ces 3 ministères puissent nous accompagner, que ces 3 ministères-là permettent que ce soit une journée phare des activités qu'ils ont.
Au-delà de l'interpellation verbale, ce sketch est aussi un tremplin pour dénoncer toute violation de droits vécue par les veuves et les orphelins. Je pense qu'il y a le code de la famille qui est là, des personnes de la famille, et qui décrit les droits des membres de la famille, donc les droits de la femme. Donc l'appel que j'ai à leur lancer, c'est de s'approprier donc ces outils juridiques-là pour défendre leurs droits fondamentaux. La compassion est salutaire, mais la protection sociale et son application effective pourrait apporter un peu plus de reconnaissance et de droit à ces veuves et orphelins qui n'en demandent pas plus. Et pour terminer, à l'étranger, des talibans déguisés en militaires de l'ISAF attaquent la présidence et le siège de la CIA à Kaboul. Au cours de l'attaque, plusieurs explosions et des échanges de tirs ont été entendus à proximité d'une zone où se trouve le palais présidentiel et le ministère de la Défense. On ignore si le président Hamid Karzai se trouvait à l'intérieur du palais au moment où a débuté l'assaut. Des talibans ont lancé une attaque contre le palais présidentiel à Kaboul ce matin. Le ministère de la Défense ainsi qu'un hôtel qui abrite les bureaux de la CIA ont également été ciblés. L'attaque a débuté vers 6h30 heure locale, alors qu'à 9h, une conférence de presse du chef de l'État était prévue dans le palais présidentiel. Des échanges de tirs ont duré 1h30. Ils sont venus dans un Land Cruiser. Ils étaient équipés de faux badges, raconte le chef de la police. Pendant que les gardes leur demandaient de montrer leurs papiers, 2 ou 3 personnes sont sorties de la voiture et le véhicule a explosé. Les gardes ont tué tous les assaillants. Un porte-parole des talibans